Généralement, les femmes, on a tendance à choisir la personne avant de choisir les objectifs. On fait des mauvais choix. Donc, je pense que le plus important, c'est de choisir d'abord tes objectifs avant de choisir la personne qui va t'accompagner dans tes objectifs. Vous savez pourquoi les hommes, des fois, nous tiennent tête lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on a des ambitions? Mais c'est parce qu'on ne sait pas argumenter. On ne sait pas défendre, on ne sait pas convaincre. Il y a certainement une femme derrière cette caméra qui, pour elle, en ce moment, combiner vie de famille et travail, ce n'est pas une évidence. Peut-être parce qu'on a un mari qui n'arrive pas à comprendre facilement et que vous parlez à cette femme, que vous lui donnez des clés essentielles qui peuvent lui aider à instaurer un équilibre parfait entre vie de famille et travail. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de podcast AfroTalk, cet espace qui est réalisé pour vous, dans lequel on reçoit plusieurs personnes, plusieurs figures et avec lesquelles nous abordons plusieurs thématiques qui inspirent, qui encouragent, qui motivent et qui transforment de vie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme d'impact pour aborder un sujet particulier. Alors suivez avec beaucoup d'attention car comme vous le savez, ce que tu entends ici, tu ne l'entendras nulle part. Alors écoute et change ta vie. Madame Francine Kabengele, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. On doit commencer par quoi? Bon début du mois de mars, parce que c'est le mois de mars, c'est la femme à l'honneur quand Oui, même. pourquoi pas. Bon début du mois de mars. Merci, merci. Ça vous fait quoi déjà quand on arrive au mois de la femme, mois de mars, mois de la femme? Bon, Comment on vit ces mois quand on est une femme? Parce que nous, on ne sait pas. comment on vit? C'est un mois qui est très mouvementé Ok. parce que c'est le mois de la femme avec tout ce que nous avons comme, comme idée sur le mois de la femme, idée erronée évidemment, Ok. et surtout qu'il faut rediscipliner aussi la femme congolaise parce que bon, à partir de ces idées erronées, il y a des femmes qui, elles pensent différemment. Donc, c'est un mois qui est quand même assez mouvementé. Ouais. Très mouvementé. Très. Et est-ce que en tant que femme, ça vous a déjà une fois, je cherche le bon terme, est-ce que vous êtes déjà demandé, comment je peux le dire? Allez, on a 12 mois dans une année, on nous en donne. Ça vous fait quoi déjà de savoir ça? Bon, moi, dans l'année, j'ai pas qu'un seul mois. Hein. Moi, dans l'année, j'ai le mois de la femme, c'est vrai. J'ai bon, c'est pas vraiment le mois, c'est la journée au fait. J'ai la journée de la femme, j'ai la fête des mères parce que je suis mère, et j'ai mon anniversaire de mariage, j'ai l'anniversaire de mes enfants parce que voilà, je célèbre le jour où j'ai donné naissance. Donc moi, j'ai plusieurs jours dans l'année. Ok. Il n'y a pas que le 8 mars. Il n'y a pas que le 8 mars. Non, non. Il n'y a pas que le mois de mars. Il n'y a pas que le mois de mars, il y a plusieurs mois. C'est rassurant. Je pense que les femmes qui nous suivent doivent savoir qu'il n'y a pas que le mois de mars. Donc, l'année a 12 mois. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le premier, le deuxième, le troisième et pourquoi pas tous les mois dans leur intégralité. Voilà. Vous en avez le droit. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Madame Francine, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je commence par quoi? Par le commencement, dit-on. Bon, moi, c'est Francine Kabengele. Je suis chef de projet événementiel. Je suis mariée, mère. Ouais. Je vais m'arrêter là. Ok. Il y en a beaucoup. Je pensais qu'on allait arriver sur mère, autant d'enfants. Mais vous avez aussi le droit de vous arrêter là. Bon, je suis mère de plusieurs enfants. Très intéressant. Mes propres enfants, j'en ai 3. Mais à part ça, j'ai plusieurs autres enfants, des filleuls et tout. Et même, c'est mes enfants. Hein, c'est tous ces jeunes que j'encadre. Pour moi, c'est mes enfants. Ouais. Effectivement, comme une bonne mère africaine. Effectivement. Comment décririez-vous votre travail d'une manière assez pratique? Ce que vous faites au juste? Bon, des fois, j'ai l'impression que c'est un travail d'homme parce que c'est chef de projet événementiel, ça veut dire organiser tout type d'événements. Et c'est-à-dire qu'il faut courir dans tous les sens, il faut aller à gauche, à droite, monter, descendre. Et des fois, ça ne respecte pas votre emploi du temps. Hein, un événement, quand ça intervient, ça ne demande pas quand ça vient. Hein. C'est un mariage, c'est un anniversaire, c'est des funérailles. Ça ne s'annonce pas. Donc, on est sur terrain tout le temps et des fois je me dis mais c'est pas un boulot d'homme ça. Et pourtant je me dis aussi que
la femme a sa place parce que avec tout ce qu'elle peut apporter de raffiné, voilà, ça apporte un plus aux événements. Et quand vous dites que c'est un boulot d'homme, vous faites allusion... Je fais beaucoup plus allusion, surtout chez nous, au fait, c'est que un boulot où tu restes tard la nuit dehors, où tu fais des négociations, où tu parles avec tout le monde, ou un boulot où tu dois traîner, tu dois squatter un peu partout, on se dit forcément c'est un truc de mec, c'est un truc d'homme, c'est les hommes qui courent à gauche, à droite, qui montent, qui négocient, qui discutent, qui font ci, qui font ça. Des fois, quand on dit, bon, on va prendre un organisateur, surtout pour les cas de mariage, de s'attendre à ce que ce soit un homme, ou si c'est un cas de funérailles, on se dit, bon, t'as les nerfs solides. Bah oui. Justement, parce qu'il y a ces côtés où on s'est dit, c'est un travail parfois qui vous demande d'être tard, jusqu'à l'extérieur, tard, parfois qui vous demande d'être indisponible. Mais je pense que le plus grand point, c'est que c'est un travail qui vous demande de rester tard à l'extérieur. Et on s'est dit que nous, les hommes, on ne voit pas toujours ça d'un très bon œil. D'un très bon œil, oui. Souvent, c'est mal vu. Hein. Vous en faites passer. Mal vu, une femme qui reste tard jusque... au fait, on te vend l'image d'une femme qui reste tard toute la nuit, voire jusqu'au petit matin, dans un hôtel. Mais ils oublient qu'elle est là, c'est pour coordonner un événement. Ils oublient que c'est un hôtel qui possède une salle de fête. Et ils oublient que c'est une fête. Elle n'est pas seule, donc elle est avec, il y a plusieurs personnes et elle ne fait pas de bêtises. Et comment vous arrivez à gérer cette pression sociale? On va entrer en profondeur tout à l'heure, parce que je rappelle que l'une des thématiques qu'on va aborder au courant de ces podcasts, c'est les réalités que vivent les femmes qui associent vie de famille et travail. Et donc là, on est déjà en train de dépulcher le sujet. Vous, personnellement, avant que l'on parle de l'impact qu'a votre mariage sur votre travail, comment vous vivez cette pression sociale de savoir que les femmes qui travaillent tard dans ce genre de domaine, qui restent tard à l'extérieur, entre guillemets, sont traitées d'une certaine façon? Comment vous gérez ça d'abord dans la société avant que cela ne touche la famille d'une manière directe? Bon, dans la société, au début, bon, parce que là, maintenant, moi, ça ne m'affecte plus vraiment. Je reste focus sur mes objectifs. Mais au début, c'est vrai que ça dérangeait. Déjà, dans mon foyer, OK, mais tu vas commencer à travailler tous les week-ends comme ça, je ne t'aurai pas avec moi à la maison. C'est un peu le genre. Mais tout est une question d'organisation, je me dis, et de pouvoir argumenter, de pouvoir, associer son conjoint à ce qu'on fait. C'est-à-dire partager ce qu'on aime avec la personne qu'on aime. Je pense que le plus important, c'est ça. Mais d'un point de vue socialement parlant, c'est vrai que c'était difficile. Auprès des familles, ma propre famille, le fait de pouvoir accepter que, mais écoute, maintenant tu es mariée, il faut que tu doses. De la belle famille, ta femme elle est tout le temps... Enfin, surtout la belle famille. Voilà, ta femme elle sera tout le temps, tous les samedis, elle sera dehors. Et même parfois, eux-mêmes, les clients, oui, parfois eux-mêmes, les clients, ils se disent, mais vous allez supporter la charge, vous avez... oui. Voilà. Effectivement, ça aussi, c'est quand même une contrainte. Parfois, quand on est dans votre domaine, le client veut plus un homme pour justement éviter le fait que voilà, la femme, on peut l'appeler par son mari d'urgence, elle a des responsabilités familiales, elle peut quitter, elle peut partir. Et pourtant, sur la ville, vous êtes quand même parmi les meilleurs qui font de gros événements, des grands événements, et ça, c'est connu. Merci. Ça, c'est connu aux yeux de tous. Comment vous avez fait pour autant inspirer de la confiance à vos clients? Est-ce que vous vivez toujours ces types des réticences auprès de vos clients qui ils veulent bien vous choisir parce que la qualité de votre travail, elle est très intéressante, mais en même temps, vous sentez de la réticence parce que mais c'est une femme, mais c'est une femme. Est-ce que vous les vivez encore? Oui, j'en ai vécu une fois, j'étais enceinte. Là, je sentais vraiment de la pitié dans les yeux de mes clients. J'imagine. Mais la grossesse n'est pas une maladie, au fait. Et j'ai tenu. Bon, c'est vrai que physiquement, on a besoin d'être en forme. Et la grossesse, vu le poids de la grossesse et tout, c'est vrai que c'est pas évident. Mais j'ai eu à le faire et j'ai bien vu clairement dans les yeux de mes clients que ils avaient du mal à me léguer certaines tâches, se disant que est-ce qu'elle va, ça va. Voilà, c'est un surpoids, effectivement.
À part ça, selon les convictions religieuses aussi, j'ai eu certaines convictions religieuses qui me disent, qui vous disent par exemple que d'avoir une certaine tenue. D'abord, vous êtes femme, bon, ok. Et puis après, pour prester, il faut avoir une certaine tenue. Bon, c'est dérangeant aussi parce que si moi je me sens à l'aise dans un pantalon, en train de marcher à gauche à droite, c'est ma tenue. Et Enfin, que la religion vous la impose la jupe religion ou la robe, ou la longue robe, ce voilà, qui ne vous permettrait pas de faire de d'être à l'aise mouvements, dans mes effectivement. mouvements. Ouais. Oui, j'ai eu Donc là ça. aussi, il y a des préjugés. Oui, Il y a beaucoup. au niveau de la religion, de l'Église aussi. Oui, de la religion, qu'on ne peut pas voir le célébrant. Or, ça fait partie de mes attributions de pouvoir discuter avec le célébrant sur le déroulé de la cérémonie, de voir comment les choses vont se passer, de quoi on aura besoin et tout. Mais il y a de ces religions où vous n'approchez pas le célébrant. Parce que vous êtes en pantalon. Non, parce que je suis une femme. Parce que vous êtes une femme. Oui. C'est ça. Oui, on respecte tout ça parce que c'est le client. Hein, il y a des anecdotes, vous avez déjà vécu ces genres de choses, vous pouvez nous en parler, nous partager Oui, sans pour autant citer la religion ou le couple. Donc, c'est un couple mixte, okay. Oui, d'une certaine religion. Et donc là, il faut pouvoir, il va falloir réaliser ou coordonner la cérémonie religieuse. Mais je ne sais pas approcher le célébrant parce que dans la religion, les femmes n'approchent pas les célébrants ou encore ne se mettent pas avec les hommes. Donc, du coup, on est obligé de respecter ça ou encore allez, on va dire de trouver un intermédiaire, un facilitateur. Voilà, ou quelqu'un de l'équipe qui est un homme et qui va pouvoir nous faire le pont pour toutes les informations nécessaires. Mentalement, comment vous vivez cette réalité? C'est frustrant au début. Bon, là, dans ce cas-là, je savais parce que je connais la religion, comment elle fonctionne. Je m'y attendais aussi. Mais pour raison de... J'avais quand même posé la question. On m'a clairement dit que ce n'était pas possible. Bon, ça va. Mais par moments, c'est frustrant pour le travail parce qu'il y a de ces questions qui sont assez techniques que j'ai besoin moi-même d'avoir toutes les informations nécessaires en étant face à la personne. Ça me donne aussi d'amples idées pour pouvoir travailler. Et cette restriction, c'est pendant la cérémonie ou même avant, ou même dans les préparatifs? Avant la cérémonie, oui. Vous n'avez pas le droit de discuter avec le couple directement? Non, ça c'est plus avant, pendant les préparatifs. Pendant les préparatifs. On pose toutes les questions nécessaires. Possible. Oui, et durant la cérémonie proprement dite... Bon, comme on est déjà informé, on ne fait pas de faux pas. Effectivement. Oui, c'est un peu ça. Okay. Oui, on se met quand même à carreau pour certaines choses. Dans le cas où il y a cette autre religion qui nous avait exigé une tenue particulière, oui, on se met à carreau. Oui. Qu'est-ce que les gens ignorent? Quelles sont les vérités que les gens ignorent au juste dans votre travail? Je veux dire, dans notre concept congolais, notamment, quand on parle d'un wedding planner, c'est aujourd'hui, grâce à, on va dire, à la technologie et l'information qui est aujourd'hui vulgarisée, on sait maintenant attribuer à chaque personne son rôle. Mais il était une époque où les wedding planners étaient l'oncle, c'était la tante, c'était la grande sœur, c'était... Alors, quelles sont les réalités de votre travail qui sont ignorées de tout le monde? Ça peut être des réalités bouleversantes, frustrantes, encourageantes, mais qu'on ignore. Les réalités que, écoutez, en tant que wedding planner, je suis premièrement, avant tout, une conseillère. Et une conseillère pour tout le monde. Que ce soit pour... et je vois les trois parties. Donc, j'ai mes propres clients qui sont les mariés, pour qui je veux rendre travail. J'ai les invités et j'englobe la famille et les proches et j'ai les prestataires. Donc, je suis au milieu, je suis dans ce triangle-là. Et je dois mettre tout le monde à l'aise. Et donc, je suis une conseillère pour tout le monde. J'arrive à mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il y a de ces clients qui ne savent pas parler, qui ne savent pas négocier et qui ont des fois un langage dur. Hein. Ça, c'est aussi... une réalité que beaucoup de personnes ignorent. Vous savez, il y a des gens, ils sont imbus d'eux. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je me concentre pour ce pourquoi je suis là. Mais il y a des gens, ça frustre. Vous êtes animateur, vous êtes DJ, vous arrivez. Tiens, par exemple, j'ai eu un événement où
le membre de la famille ne voulait pas que les prestataires elle voulait pas voir les prestataires assis. Pour elle, un prestataire qui est assis, c'est quelqu'un qui travaille pas, c'est quelqu'un qui glande. Un photographe assis, un DJ assis, un animateur assis. Donc tout le monde doit être dans le mouvement. Voilà. Non, mais là, on va se retrouver en train de danser quoi, la zumba, la salsa, la rumba. Pas en train de danser. Mais on doit être quand même debout. Il faut être debout. Même quand on ne fait rien. Même quand on fait rien, il faut être debout. Wow. Et il faut pas manger, il faut pas boire. Bon, moi déjà, quand je travaille, en tout cas, c'est la posture que j'ai. Je suis tout le temps, je m'assois qu'à la fin. Okay. Je suis tout le temps debout. Je ne mange pas, je ne bois pas parce que je me dis, je ne sais pas boire, manger tant que j'ai la pas cérémonie bat son record, oui. Tant que j'ai pas fini tout ce qu'il faut. Mais il y a de ces gens, bon, ils ont un DJ, il a besoin d'être assis à un moment, un animateur, quoi qu'il va rester debout, mais à un moment, il doit se, voilà. Non, ça passait pas. Et donc, du coup, le contact direct de la personne avec le prestataire n'était pas bon. Il y a eu clash, il y a eu des étincelles. Et elle était obligée de passer par moi. Et vous devez gérer toute cette pression. Voilà, faire sentir toutes ces frustrations. Et moi, je devais tamiser, trier, parler avec finesse au prestataire. Ce qui n'est toujours pas facile. Ah non, pas toujours facile. Wow. Pas toujours, mais bon, on essaie de mettre tout le monde d'accord et puis voilà. Ça, c'est quand même des réalités qu'on ignore de votre travail. Ça demande d'avoir des nerfs solides. Hein, oui, surtout quand la personne a bu un verre de trop, quand la personne est sur les nerfs, parce que ça n'a pas marché. Moi, je dis toujours qu'une fête, vous savez, quand vous avez une fête de 100, 200, 300, 500 personnes, eh ben, c'est 500 problèmes. Chacun, il vient avec ses problèmes. Celui-ci, il n'a pas mangé chez lui. Celui-ci, il a des problèmes avec sa femme. Celui-ci, on l'a plaqué. Celle-ci, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, chacun vient avec ses histoires, avec ses émotions. Mm-hmm. Et c'est à nous de gérer ça. Parce que si ça se passe mal à l'entrée, bah, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Et ceux qui me font le plus rire, moi, personnellement, c'est les membres des familles qui maîtrisent mieux le déroulement de la cérémonie que vous-même. Eux vous disent, non, mais il ne fallait pas faire ça. Ouais. Mais pourquoi la mariée a coupé le gâteau? Non, mais ce n'était pas à ce moment. Je dis, mais écoutez, dans le programme, c'était prévu comme ça. J'imagine. Mais Bon, à ce niveau-là, au fait, ça dépend. Il y a de ces programmes où on est obligé de réajuster, au fait, le chrono ou le déroulé. Parce que le gâteau, il arrive en retard, ou on a un gros décalage sur le timing et qu'il faut qu'on récupère une étape de la fête. Il y a toujours, moi, je m'attends toujours à ce qu'il y ait un bouleversement, mais pas un gros. Au fait, ce qui est mal, c'est des infiltrations. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais on nous dit, il y a une vidéo qui doit passer. Mais il y a des gens qui ne savent pas que ça demande une logistique. Il faut la technique, il faut des essais, des tests. Et ça, on ne fait pas ça pendant qu'on a des invités dans la salle. Voilà, il y a tout ça. Mais bon, si c'est un poème, c'est un chant d'une petite nièce, OK, on peut voir comment balancer, comment équilibrer. Mais il y a de ces choses, ça ne passe pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé je vais le dire brutalement, de péter un câble? C'est-à-dire que vous avez usé de toute votre énergie, hein, la patience, la douceur. À un moment donné, c'était là. Vous avez complètement pété un câble. Ça vous est déjà arrivé? Et moi, je dis que dans ce métier, si tu n'as pas pété un câble, c'est que tu n'es pas du métier. C'est que tu n'es pas normal. Non, c'est que tu n'es pas, c'est que tu pas du secteur. Oui. C'est impossible de rester stoïque, de rester là comme ça, sans être passé par ces... Et puis, pour pouvoir gérer ses émotions, il est important de passer par là. Et oui, j'ai déjà pété un câble. Pas avec des invités, non, mais avec des prestataires qui se sont mal comportés. Ouais. Et vous avez quand même su gérer ça au final? J'ai perdu mon sang-froid, hein, mais c'était après la fête, au fait. Vous savez, c'est là que tu te rends compte que quand la personne a déjà bu, il faut laisser tomber. Et là, je n'avais pas encore capté l'affaire. C'était vraiment au début de ma carrière. Donc, vous avez des gens assignés au service et qui réclament à boire. Alors que la boisson qui reste, par exemple, a déjà été consignée et déjà réservée pour autre chose, pour les mariés. Mais vous avez une pression. Vous avez des gens qui viennent vous mettre la pression pour
pour boire continuellement et ne pas s'arrêter. Mais à un moment, bon, il faut savoir s'arrêter. Bon, là, c'est vrai que j'avais pété un câble. Hein. Vous en avez le droit. Comme venez de le dire, dans ce domaine, si vous n'avez jamais pété un câble, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Alors, on va revenir sur ce qui nous intéresse encore le plus. Je sais que tout ce qu'on dit jusqu'à là est très intéressant. Moi, j'en apprends déjà beaucoup dans votre domaine et sur votre métier. Comment, personnellement, votre mari vit votre travail? Comment il conçoit votre travail? Je veux qu'on commence du début jusqu'à maintenant. Je veux dire, est-ce que le début a été plus facile parce qu'il ne savait pas dans quoi est-ce qu'il s'embarquait et que maintenant c'est légèrement compliqué, ou c'est le début qui a été plutôt plus, on va dire, plus simple? Je veux dire, est-ce que le début était plutôt plus simple parce qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait et que maintenant c'est compliqué, ou c'est les débuts qui étaient plus difficiles parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'idées préconçues, mais maintenant qu'il comprend les choses, c'est plus simple? Bon. J'ai frappé dans le mille apparemment. Ouais. Alors, est-ce que le début était plus compliqué ou je sais, je ne pense pas. Je pense plutôt que, je sais pas. Ce que je vais dire, c'est que mon mari connaît le domaine. Ok. Il est à peu près du secteur. Bon, il est dans la communication, donc il sait à quoi s'attendre. En tout cas, il le savait quand il m'a rencontré. J'étais déjà dans la chose sans vraiment être dans le secteur, mais j'étais déjà dans le secteur. Il savait ce que je faisais. Il m'encourageait, mais il n'imaginait pas le poids que ça représente. Pas le poids. Je crois qu'il n'imaginait pas. Trouvez les mots. Oui, l'application. Ok. Ma manière, au fait, de m'impliquer, de me donner à 100%. Là, il ne s'imaginait pas. Okay. Là, je crois que c'est ça qui l'a vraiment surpris. Il se disait, bon, c'est peut-être un truc un truc, 2, 3 trucs en passant, mais tu prends ça à cœur. J'ai dit, mais oui, je suis passionnée. Donc, je veux en faire une carrière. Mais non, notre pays, mon chef, il faut laisser. Là, c'est trop tard. Je suis déjà. Il dit, mais Francine, toi, quand tu as des idées, tu fonces la tête dans le mur qui t'a cassé. Je dis, si le mur ne casse pas, je vais m'arrêter. Mais si le mur, il casse, je passe. Vous passez directement. Oui. Il n'y a pas d'obstacle. Non, il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle. En fait, au début, il m'a beaucoup encouragée dans ça. Il m'a beaucoup encouragée. Je lui ai dit, je lui ai parlé de ma vision. Quand on s'est rencontrés, il savait dans quoi j'étais, à peu près déjà dans ça. Il appréciait. Il m'orientait parce que lui, comme je dis, il est dans la communication. Donc, il me donnait aussi des petites idées, des petites orientations. Et c'est lorsque je me suis vraiment impliquée, je pense aussi avec l'arrivée des enfants, il s'est dit, mais est-ce qu'elle va pouvoir gérer le tout? Je pense. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense. Et c'est à ce moment-là où ça commençait à créer les couacs. Oui, tu prends trop de temps, tu passes toutes les nuits. Maintenant, ça sera tous les week-ends. Tu nous oublies avec les enfants. J'imagine. Et j'étais à fond dedans. Est-ce que c'est ça aussi, hein, quand on parle des gens qui ne savent pas, j'ai eu à laisser mes enfants, des enfants malades, fébriles, fièvre à, je ne sais pas, 30 combien, avec monsieur. Et là, j'ai le cerveau coupé en deux. J'ai une partie dans la fête, j'ai une partie chez moi à la maison. Je gère un moment, il faut que j'appelle parce que bon, les hommes, ils n'ont pas forcément, ils comprennent pas qu'il faut chaque 4 heures surveiller la température de l'enfant. Lui, il se dit, bon, j'ai donné le médicament, c'est bon. Mais à chaque 4 heures, il fallait appeler pour s'assurer va vérifier si le petit, ça va, et tout, et tout. Donc, à un moment, il se dit, bon, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Mais j'ai pris un engagement et je dois le respecter jusqu'au bout. À ce moment-là, maintenant, c'est là où... Ça déséquilibre. Et quand vous vous retrouvez, c'est justement à partir de ces niveaux que l'on parle de ces déséquilibres, des réalités même que vivent les femmes qui associent vie de famille et travail. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de circonstances, où en même temps, une partie de vous doit être à la maison, sans être là, et une autre partie de vous doit être dans le travail, mais sans aussi être là. Sans être là. Est-ce que ça vous permet d'être performante dans le 2 ou ça affecte énormément votre performance? Parce que déjà dans le travail, vous ne pouvez pas être à 100%, ce qui est évident. Ouais. Vous pouvez faire de votre mieux. Mais à la maison, vous ne pouvez pas aussi être là à 100%. Peut-être par téléphone, donner des recommandations, mais vous n'êtes pas là à 100%.
est-ce que ça affecte votre performance et votre productivité? Je pense que ça affecte lorsqu'on n'est pas organisé, lorsqu'on n'est pas structuré. Je donne un exemple. C'est-à-dire que si j'étais mère seule avec des enfants, c'est-à-dire que j'ai pas un appui, j'ai pas un homme qui m'autorise ou qui m'aide dans ce cas-là. J'ai peut-être une sœur ou une mère, je sais pas, d'accord, mais c'est pas pareil que quand c'est ton propre enfant, c'est ton sang. Donc lui aussi, il a cette implication-là, c'est son enfant. Quoique, il peut avoir sommeil et s'endormir, mais je suis là encore pour rappeler, pour voilà, relancer. Et de l'autre côté, professionnellement parlant, j'ai une équipe sur laquelle je peux me reposer. Alors, si j'ai pas les deux aspects, oui, je tombe. Parce que... Est-ce qu'il est déjà arrivé un moment où un aspect a vraiment, on va dire, a bousculé, a impacté l'autre, voilà. Soit la vie de famille qui a complètement affecté la productivité au travail, vous-même vous vous êtes rendu compte, ou deux fois c'est le travail qui a complètement affecté la vie de famille et vous-même vous vous êtes rendu compte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour le deuxième cas, oui. La vie de famille a affecté le travail. Non, je ne pense pas parce que j'ai eu mes enfants, je les ai enchaînés et à ce moment-là, j'étais vraiment en pause. Ils sont venus un peu en retard déjà. Donc, du coup, dès que mes enfants sont arrivés, je me suis donné le temps pour eux, pour être là. Et vraiment, ce qu'on appelle maman poule, je crois que vous pouvez poser la question à ceux qui me connaissent, ils vous diront qu'il y a des heures où tu m'appelles pas. Et c'est pas la nuit. Parce que la nuit, tu m'appelles quand on est en plein événement ou qu'on est en préparation d'un événement. La nuit, tu m'appelles, tu mourras. Parce que à ce moment-là, je juge qu'il y a un sujet important à régler et on doit le régler. Si la personne m'appelle à 22h, c'est qu'elle cherche une solution avant 6h. Et je me dois de trouver cette solution-là. Mais il y a des heures comme 12 à 14 heures. C'est vraiment le timing que je disponibilise pour mes enfants. Je suis là, l'école, les devoirs, toute seule avec eux et tout. Et 19, 20, 21 heures, je sais que c'est là, c'est un moment où je couche mes enfants. Et c'est des moments où je ne donne ces moments à personne. Et les dimanches aussi. C'est tellement sacré chez nous. Donc, c'est plutôt l'inverse. On va dire que c'est la vie professionnelle, donc, entrepreneuriale, qui a un peu bouleversé la vie de famille. La vie de famille parce que ça me demande d'être des nuits dehors. Maintenant, ils ont grandi, hein, mes enfants, ils ont grandi, ils comprennent. Et j'ai un calendrier où c'est marqué tous les événements de l'année. Ils savent déjà que, par exemple, à cette période, maman ne sera pas là. Et donc, ils savent s'organiser. Et si leur père n'est pas là, ils ont voyage, eux-mêmes aussi savent s'organiser parce qu'ils sont déjà indépendants. Donc, comme je dis, tout est une question d'organisation. On va revenir sur les bonnes stratégies à mettre en place pour trouver un équilibre parfait entre vie de famille et travail. Parce que là, ce que l'on découvre de vous, ce que vous avez pu trouver l'équilibre en quelque sorte parfait, qui vous permet d'avoir un époux qui vous soutient, qui accepte votre travail, qui vous accompagne, mais aussi des enfants qui ont accepté la vision de leur maman et qui accompagnent maman en quelque sorte. Donc, je pense que ça, ce sont les clés. Tout à l'heure, vous allez nous donner ces clés qui vont certainement aider plusieurs femmes qui se retrouvent dans la même circonstance, dans les mêmes réalités, mais qui, parfois, pour elles, les choses ne sont pas encore si simples que ça. Alors, ça a été quoi le déclic au juste? Est-ce que vous avez toujours rêvé de devenir project manager, event planner, wedding planner, tout ce que vous êtes aujourd'hui, ou il y a eu un événement qui a créé un déclic en vous et vous vous êtes dit, voilà, moi c'est ça. Alors, comment j'ai atterri là? Bon, on va dire que je me suis trouvée. On va dire que je me suis trouvée, mais dans l'entretemps, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est vraiment à la fin que je me suis trouvée. Mes études, j'ai fait des études aux humanités, c'était quoi? Les sciences commerciales. Déjà, à ce moment-là, je voulais faire, comment on appelle ça? L'académie, les beaux-arts. Voilà. Beaux-arts, okay. Oui, je voulais faire les beaux-arts, mais bon, vous connaissez les parents en Afrique, les beaux-arts, c'est quoi? C'est un peu ça. Vous allez apprendre à peindre, puis à faire de la peinture et après, ça paye pas. Après, ça paye pas. Pourtant, ça paye quand même. Et pourtant, ça paye parce que et pourtant, ça paye. Mais moi, j'avais des parents qui, pour eux, c'était l'université ou l'université.
Wow. Voilà, et pas rien, pas l'institut, pas les écoles, pas les académies, mais l'université. Université. Donc, du coup, je me suis retrouvée à l'université en gestion financière, une suite logique avec les sciences commerciales. J'ai fait gestion financière, mais après, quand j'ai fini l'université, j'ai dit, bon, c'est bon, je peux faire ce que je veux maintenant. Alors, en me recherchant et tout, j'ai fait une école d'esthétique, mais je ne savais pas encore ce que je n'avais pas encore trouvé la perle, en fait. Et juste après ça, j'ai fait... alors, c'est là que je tombe sur une formation, mais ce n'était pas ici au Congo. Donc, j'étais obligée de me déplacer et de faire cette formation-là ailleurs. Et c'est là que je me suis formée en organisateur d'événements. Mais avant ça, j'ai organisé les mariages de pratiquement, on va dire, pratiquement toutes mes sœurs. Et je sentais qu'il y avait un truc que j'aimais. Bon, et puis à la maison, comme je vous ai dit, mes parents recevaient beaucoup. Et on était plein de filles chez nous. Et vous savez, hein, en Afrique, lorsque vous êtes plein de filles là-bas, donc tout le monde doit travailler. Ah oui. Voilà. On a une fête où on reçoit des gens. C'est toi qui vas faire la cuisine, toi tu vas faire la... Ça ne rate pas en tout cas. Ça rate pas. Et comme j'étais parmi il y avait les aînés, mais comme j'étais parmi les dernières, donc nous, on avait le sale boulot de rangement. De ranger, de nettoyer, de remettre tout en place. Les grandes, elles cuisinaient. Et j'adorais ça. Je pouvais passer des heures, et c'est la fin, c'est le débarrassage en fait. Je pouvais passer des heures. Je dis, ouais, moi j'attends mon tour et après la fête ou après la réception, je viens. Je nettoie tout ce qu'il faut nettoyer, les verres, les couverts, les assiettes et je place tout. Et bon, ma mère elle est aussi assez méticuleuse là, donc il fallait tout classer. Ouais, hein, vous voyez, hein, les verres. Les flûtes à champagne, les verres à vin, les whisky. Wow. Voilà, ça s'alignait comme ça. Et ça s'alignait comme ça. Nos mamans africaines. Nos mamans africaines, ça s'alignait comme ça. Et il fallait tout ranger, tous les types de verres. Mais j'étais là et puis je finis encore nettoyer. J'aimais ça, au fait. Et c'est là que j'ai compris que, voilà, c'est le sens de l'organisation, en fait. Chaque chose a sa place. Voilà. Ouais, même mon mari qui dit, mais tu es trop perfectionniste. Et tout. Bon, je crois que ça vient de là. Et quand j'ai trouvé cette formation en organisation d'événements, je me suis dit, waouh. Vous avez trouvé votre perle. Voilà, j'y suis. Et depuis, ben, j'y suis. Votre première expérience, vous en avez encore de souvenirs en tant que wedding planner? Je ne parle pas des expériences où vous organisez pour la famille, pour une sœur. Je veux dire, en tant que wedding planner, vous avez été sollicité. C'était votre première fois payé pour ça. Vous en avez encore de souvenirs? Non, pas payé. Celle-là, j'étais pas payée. Bon, payée. Oui, un mariage mixte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? La culture. La culture. Parce qu'un mariage indien-congolais, indien-congolaise, donc culture. C'est un grand écart quand même. Hein. Oui. Indien-congolais, on est sur un vrai choc culturel. On est sur un vrai choc culturel. Eux, c'est pas la sape. Hein. Nous, on est sapé, on est bien et tout. On arrive, on veut faire la fête, on veut danser. Il y a Loulou et Boudin, il y a Coco, Chanel. Mais eux, c'est pas ça. Ils viennent comme ils viennent, ils veulent fumer, ils se mettent sur la véranda, ils ont pas resté assis, ils ont tout le protocole, c'est pas leur truc. Ils veulent manger, ils vont tous, ils se partagent les plats, donc c'est le buffet, donc tout le monde est là. Et c'était un peu déstabilisant, ouais. Mais une belle expérience. Vous avez su gérer? On a su gérer, on a su s'adapter au fait. Parce qu'au début, ça nous paraissait un peu déséquilibré. On avait un côté, et vous avez la famille congolaise qui... Non, mais pourquoi ils sont... Ben, c'est leur culture, il faut les laisser comme ça. Si vous allez là-bas, vous allez vous comporter comme vous vous comportez ici, là-bas. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, voilà. Tout à l'heure, vous parliez de vos enfants. De vos enfants qui ont fini par accepter le travail de maman, qui a 2 fois, maman est indisponible, ce qui est tout à fait très normal. Dans la société, ce qui se raconte généralement, c'est que les femmes qui associent vie de famille et travail, je vais employer les choses d'une manière crue, comme nous les présente la société, ont tendance parfois à rater légèrement l'éducation des enfants. Parce que justement, elles ne sont pas là. C'est peut-être la femme de ménage qui en prend soin. Papa n'est toujours pas là parce qu'il doit aller travailler. Dans votre cas,
Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que cela est en train de vous rattraper aussi et que vous vous êtes dit, mais oh là, je vais dans quoi là? Ou comment vous avez su gérer ça? Face à on va dire, ces idées préconçues de la société, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez vécu ça? Oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. À des moments, on se pose vraiment des questions. On se remet en question. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une bonne femme? Est-ce que je suis une bonne patronne? Est-ce que je suis une bonne, organisatrice? Est-ce que je suis une bonne amie? Est-ce que, voilà, on se pose toutes ces questions-là. Il y a un moment dans sa vie, on se remet en question. Pourquoi? Parce qu'il y a certains faits qui nous tombent là comme ça que on s'y attend pas. Je prends un exemple, puisque vous me parlez des enfants. Je prends un exemple. Quand l'enfant fait une chute de poing à l'école, on se dit qu'est-ce qui va pas? Tu as vraiment chuté de -20, -10, -20%. Est-ce qu'il y a un problème? Et lorsqu'on n'est pas une mère, elle sent tout au fait. Bon, moi, je l'ai vécu, c'est plus quand mes enfants, ils ont passé quand ils ont entré dans l'adolescence. Oui, il y a cet effet-là déjà d'être dans l'adolescence, enfin dans la puberté, pardon, j'allais dire. Dans la puberté, donc il devient viril. J'ai que des garçons, il devient viril. Il y a la voix qui mue. C'est la pilosité, c'est ça? La pilosité, sorte, ouais. voilà. Il y a tout ça, il y a les filles à côté qui se moquent de lui parce qu'il a des boutons. Il y a ci, il y a ça. Au fait, voilà, vous savez pas comment j'ai pu. Et puis moi, je suis une femme, je n'ai que des garçons. Et des fois, je me dis, mais comment je parle à un garçon pour lui dire que c'est normal? Et là, évidemment, avec l'aide de leur papa, on essaie de trouver les mots justes pour rassurer l'enfant. Je vais dire, par rapport à moi-même, oui, je sais que quand je suis malade, ça m'arrive rarement, mais les rares fois où je suis tombée malade, j'ai vu mes enfants être déstabilisés. Parce qu'ils ont l'habitude de voir une mère qui est toujours forte, qui est toujours... c'est papa qui est malade, une grippe par-ci, par-là, c'est maman qui soigne, c'est le petit qui est malade, c'est maman qui soigne. Quand c'est tout le monde qui est malade, c'est maman qui soigne. Mais là, quand maman est malade, personne ne sait faire quelque chose. Et j'ai vu ça, j'ai lu ça dans les yeux de mes enfants et je me suis dit que non, là, malheureusement, je suis humaine, bien sûr, je peux tomber malade, mais c'est une phase ou un moment que j'aimerais pas faire vivre à mes enfants. J'ai vu ça et ils étaient pas bien. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver prise entre famille et travail et que vous devez faire un choix? Un choix. Oh, c'est quel choix ça? Il n'y a pas le choix à faire là. Je choisis quoi? Le choix est clair. Non, mais le choix est clair. Oui, mais je veux simplement savoir si vous êtes déjà retrouvé dans une circonstance pareille. Ou par exemple, vous prenez une date d'un client et à la même date, il y a une activité familiale et vous devez faire un choix. Ça vous est déjà arrivé? Des funérailles en famille, dans la belle famille. C'était quoi le choix? Et est-ce que c'était quoi le choix? Et est-ce que ça a été facile pour vous de faire ce choix? Non, ça n'a vraiment pas été facile. Non, ça n'a vraiment pas. Et c'est là où je dis, il faut vraiment, dans les deux cas, il faut savoir où se reposer. Dieu merci, j'avais déjà une équipe à ce moment-là. Je venais de perdre mon beau-père et j'avais un mariage pendant que nous avions la dépouille. C'était pas évident. Me départager, c'était vraiment pas évident. J'imagine. Je peux imaginer, en tout cas. Oui, Dieu merci, j'ai pu parler à mon mari. Donc, à un moment de la journée, j'étais aux commandes de la cérémonie, mais à un moment, il fallait que je pleure mon beau-père. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé ma journée en deux, je me suis coupée en deux. Wow. Wonder Woman. Faut bien qu'on le dise. Hein. Alors, ma communauté a une question pour vous. Il y a quelqu'un qui vous a laissé une question. Je vais la lire. Je permets toujours à ma communauté de laisser des questions pour mes intervenants. Alors là, il y a une personne qui demande quel est le secret pour rester performante au travail sans négliger ton rôle au sein de ta famille. Là, je pense que sa question rencontre directement celle qu'on allait poser tout à l'heure. Les clés au juste essentiel que les femmes peuvent
avoir, qui peuvent leur permettre d'avoir un équilibre, d'instaurer un équilibre parfait entre vie de famille et travail. Alors, je pense que pour ça, je vais vous demander de regarder droit dans votre caméra, Ok. droit dans la caméra. Il y a certainement une femme derrière cette caméra qui, pour elle, en ce moment, combiner vie de famille et travail, ce n'est pas une évidence. Peut-être parce qu'on a un mari qui n'arrive pas à comprendre facilement, mais est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à comprendre facilement? Est-ce que vraiment c'est ça le problème? Ou c'est peut-être parce qu'on est désorganisé? Alors, j'aimerais que vous fixiez cette caméra juste là derrière et que vous parlez à cette femme, que vous lui donniez des clés essentielles qui peuvent lui aider à instaurer un équilibre parfait entre vie de famille et travail. Ok. Alors, la première des choses, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? C'est la première des choses. Donc là, c'est une question qui se dirige plus vers ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ta carrière? Qu'est-ce que tu veux pour tes activités, pour ton business, pour ton travail? C'est la première des choses. La deuxième des choses, mais vraiment en deuxième position, avec qui tu veux partager tout ça? Généralement, les femmes, on a tendance à choisir la personne avant de choisir les objectifs. Et c'est pourquoi, par moment, on fait des mauvais choix. Donc, je pense que le plus important, c'est de choisir d'abord tes objectifs avant de choisir la personne qui va t'accompagner dans tes objectifs. Parce que vous savez pourquoi les hommes, des fois, nous tiennent tête lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on a des ambitions, mais c'est parce qu'on ne sait pas argumenter. C'est parce qu'on ne sait pas argumenter, on ne sait pas défendre, on ne sait pas convaincre. Les femmes, on a tendance à se comporter envers un homme comme s'il était devin, comme s'il allait comprendre, il va comprendre que je suis fâchée. Il va comprendre que je veux cette paire de chaussures. Mais si tu ne parles pas, il ne le saura jamais. Si tu ne défends pas, il ne comprendra pas que, voilà. Si tu n'argumentes pas, il ne comprendra pas que que c'est ce que tu veux. Donc, la première des choses, vas-y, fais d'abord tes objectifs et ensuite, trouve la personne qui va accepter de t'accompagner dans ces objectifs-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te comprend, qui te respecte et qui respecte tes ambitions et tes objectifs aussi, forcément. Est-ce que je choisis un homme? Pourquoi? Parce que toutes mes sœurs, toutes mes cousines sont mariées, il faut que je me marie, le temps passe, ou je choisis un homme parce que moi aussi je veux me marier, je veux faire la grosse fête, ou je choisis un homme juste parce que il me dit je t'aime tous les jours. Ok, d'accord. Une fois que cet homme, tu l'as choisi, il est là dans ta vie, et qu'après tu viens lui dire, tu sais chérie, je veux faire ça, ça, ça. Il te dira tout le temps non parce que au début quand il t'a rencontré, il savait même pas ce que tu voulais. Il savait même pas ce à quoi tu aspirais. Donc, vas-y, montre d'abord tes aspirations et ensuite le reste, mais vraiment le reste, c'est après. Alors, les gens vont trouver, mais elle dit ça, elle est déjà mariée. Non, mais oui, je dis parce que je suis mariée, donc je sais de quoi je parle. Parfait. Ouais. Parfait. Là, je pense que pour une femme qui se posait de questions, pour elle, elle vient d'avoir les clés. Mais vous avez mis un accent sur celles qui ont encore le choix. Ouais. Et pour celles qui ont déjà fait le choix, celles qui se retrouvent déjà mariées, mais vivant cette réalité, est-ce qu'on peut dire que c'est trop tard pour elles? Bon, c'est pas pareil. La démarche, elle ne sera pas pareille. Dans ce cas-là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est on va dire, une fusion d'idées avec son partenaire. À ce moment-là, vous regardez, je veux dire, les points, en fait, vous regardez l'avenir du couple, en fait. Vous êtes déjà engagé, vous avez déjà des enfants, mais vous voulez entreprendre, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, il faut voir l'avenir du couple. Où est-ce que vous allez ensemble? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire ensemble? Où est-ce qu'on va ensemble? Qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour nos enfants? Comment on se voit d'ici 20 ans? Là, je parle du couple. Une fois que tout ça est défini, essayez de voir maintenant votre vie à côté. Qu'est-ce que vous, madame, vous aimez faire? J'aime cuisiner, j'aime jardiner, j'aime préparer, je sais pas, j'aime... voilà, tout ce que tu sais faire, tes capacités, ton potentiel et tout, essaie de voir ce qui peut mettre d'accord toi, ton mari, ta vie familiale. À ce moment-là, c'est vraiment différent. On ne sait plus
c'est rare de trouver une femme déjà engagée avec un mari-enfant, de créer quelque chose qu'elle avait depuis qu'elle était jeune, en fait. Un rêve d'enfance et pouvoir le matérialiser. Ça devient vraiment difficile parce que c'est plus pareil. Les engagements, c'est plus pareil et tout. Donc, à ce moment-là, il faut trouver sa voie, passer par une reconversion professionnelle, pourquoi pas, mais trouver quelque chose qui va mettre d'accord tout le monde. Parce que nous le faisons, c'est pour le bien de tout le monde, du foyer avant tout. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut être égoïste, il faut d'abord s'aimer soi-même, certes, mais dans le couple, quand il y a des enfants, il faut d'abord voir l'avenir du foyer. C'est ce qui est très important. Seul, on ne sait pas avancer. Les enfants seuls ne pourront pas. Le mari seul, il ne pourra pas. Seul, tu ne peux même pas porter ton foyer. Donc, il faut le faire ensemble. Ensemble. Très important. Donc, en même temps, c'est très rassurant. Pour celles qui ne s'y sont pas encore lancées, vous avez le droit vous avez encore le choix de parler de vos aspirations à votre conjoint et surtout d'aborder une question clé, c'est de savoir est-ce que peux-tu me laisser travailler et que représente pour toi le travail dans notre foyer. Ouais. C'est parfois des questions importantes qu'on n'aborde pas et quand on vient les aborder déjà dans le foyer, on se rend compte qu'on a un homme qui n'accepte pas que sa femme travaille ou qui n'accepte pas que sa femme soit sous l'autorité de notre homme. D'un autre homme, effectivement. Et donc, quand on n'a pas abordé toutes ces questions en avance, je pense que ça cause un très sérieux problème aussi. Oui, très important d'aborder ces questions avant le mariage pour savoir au moins la position de tout le monde. C'est-à-dire, moi, je veux travailler quand je serai mariée. OK, moi, je veux pas que tu travailles parce que je vais assurer la survie du foyer. D'accord, mais il faut que je m'épanouisse. Il faut que j'ai au moins une activité qui va me permettre de m'épanouir. Effectivement. Oui. Et donc, oui, c'est possible de trouver un équilibre entre vie de famille et travail. Très et possible. Madame Francine, tout à l'heure, nous a donné les clés ou a donné les clés à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, on va finir ce numéro par ce que j'appelle quiz podcast. Des petites questions. Certaines sont insidieuses qui vont nous permettre de bien renchérir le sujet. OK. La première question. On est prêt? Quel est votre principal trait de caractère? Trait de caractère. Ouf. Je sais pas si c'est un trait, je suis dynamique. Vous êtes dynamique. Ouais. Ça signifie quoi pour vous être dynamique? Être dynamique, c'est faire beaucoup de choses en même temps et être dans le mouvement, quoi, je veux dire. Oui. Ok, parfait. Prendre beaucoup d'engagement en même temps. En même temps et les mener à bien. Et les mener, Surtout. Quelle est la qualité que vous appréciez plus chez les autres? L'ouverture d'esprit. Quand je suis face à une personne qui est assez ouverte d'esprit, ça me laisse moi-même aussi l'opportunité de m'ouvrir envers cette personne. Ok. Et quel défaut vous gêne le plus chez les autres? Défaut. Bon, si je dis je regarde pas les défauts des autres, je mens. Je veux dire que je suis quand même assez tolérante sur les défauts des autres. Enfin, je sais faire, allez, on va dire, bon, tout ce qui est de mauvais, en fait. Ok. Mais les gens qui sont... non, les gens qui sont imbus d'eux, mais je sais faire avec, au fait. Et quand j'arrive à détecter un mauvais caractère ou un défaut, j'essaie de m'accommoder à ça pour ne pas dépasser ou frustrer ou en arriver à des limites là qui ne tiennent pas. Ok. Donc, les défauts des autres, je sais pas, je peux dire que j'arrive encore à tolérer certains. Ouais. Quel défaut aimeriez-vous corriger sur vous-même? Ah, sur moi? Je suis très impulsive et oui, si je peux... Si je peux corriger ça, c'est beau. De quoi avez-vous peur? De quoi j'ai peur? Le plus peur? Le plus peur? Le plus peur, c'est de ne plus être dans des valeurs, en fait. Ça, des fois, ça me fait peur
d'aller dans l'immoralité, certaines choses, en fait. Sortir dans vos mœurs. Sortir des mœurs, oui. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La satisfaction, là, on est vraiment dans votre domaine. La satisfaction du couple ou la réussite de l'événement? La réussite. Pour moi, pour ma part, dans mon cas, dans mon domaine, c'est la réussite de l'événement parce que dès que je réussis un événement, je suis satisfaite automatiquement. Mon mari, il est aussi. Ok. Quelle est pour vous la définition de la réussite? La réussite, c'est lorsqu'on a des objectifs qu'on mène et qu'on arrive à atteindre ces objectifs-là. On se dit, on a réussi. Si vous aviez aujourd'hui la possibilité de donner un conseil à Francine de 20 ans, que lui diriez-vous? Francine, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a déjà donné? Qu'on vous ait déjà donné, je veux dire. Alors là, meilleur conseil. Le mariage, c'est la seule guerre où tu dors avec ton ennemi. Ah bon? Eh ben ouais. Le meilleur conseil. Voilà, le meilleur conseil. Ça m'a tellement fait marrer que c'est vrai. Parce que vous pouvez vous chamailler, vous clasher, mais on est là. On est là, on est ensemble, jusqu'à la gare. Et le pire conseil qu'on vous ait donné? Le pire conseil, c'est... le pire conseil qu'on m'ait donné, mais il y en a beaucoup. Hein. Des gens, ils vous disent des choses comme ça. Des fois, ils ne calculent pas. Tu dis, ouais, non, moi... Bon, je vais prendre juste un exemple. Un client qui s'est mal comporté, qui a été hautain. Et le conseil qu'on me dit, c'est, OK, tu arrêtes, tu ne prends pas cet engagement. J'ai trouvé que pour moi, c'est un engagement. Je garde. C'est le travail. C'est le travail. Il y a un paiement après. Il y a un paiement on est quand même dans le business, nos tempéraments après. Voilà, les tempéraments après. Et d'ailleurs, c'était un conseil qui venait de mon mari, mais il a mal pris ça parce qu'au fait, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas supporté qu'un autre homme vienne me parler d'une certaine manière. Et pour lui, c'était, tu arrêtes l'engagement. Tu retournes l'argent. Je dis, c'est un engagement. Le jour de l'événement? Mais non, quand même. Franchement. Non. Alors, si vous aviez le choix, choisiriez-vous d'être victime ou coupable? Dans quel domaine de la vie? N'importe. Si j'avais le choix. Je pense que, connaissant ma personne, si j'avais le choix, c'est victime. Je me mets souvent en position de victime qu'en position de... Pourquoi toujours victime? Peut-être, je sais pas, peut-être parce que, comme je l'ai dit, vous savez, quand on grandit, on subit beaucoup, surtout quand on est parmi les cadets, on subit beaucoup la pression des aînés, non, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça. Et donc, on est toujours en train de on pleure chez les parents. On se victimise tout le temps. On se victimise tout le temps. Donc, c'est pourquoi je dis, si c'était en regardant ma personnalité, je prendrais la place de victime parce que c'est ce que j'ai souvent ressenti. Okay. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que c'est une chose que j'essaie de combattre. Pour avoir une certaine confiance, il faut combattre ça. Effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, être coupable, OK, je suis coupable. On finit par là. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, aimer ou être aimé? Aimer. Pourquoi? Ça a été direct, vous avez à peine réfléchi. Aimer, oui. Non, aimer, c'est beaucoup plus facile parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais quand même assez tolérante sur les défauts des autres. Donc, j'attends pas forcément qu'on m'apprécie, qu'on m'aime ou qu'on me jette des fleurs. Mais moi, j'ai souvent la capacité de le faire pour les autres. Donc, d'aimer les autres, de jeter des fleurs aux autres, d'encourager les autres, d'orienter, de guider les autres. J'ai plus cette facilité que d'être une attentiste. Allez, jetez-moi les fleurs.
Aimer. On va donc se laisser Aimer. sur ces derniers mots. Il fallait bien finir sur l'amour pour Ah ouais. rendre les choses encore plus Ah. bonnes à vivre, il faut les dire. Alors j'espère que vous avez aimé ces numéros. On a abordé ces sujets qui impactent la société, trouver un équilibre parfait entre vie de famille et travail pour plusieurs femmes, à l'honneur de la femme, d'autant plus que nous sommes durant ces mois de mars. Et nous vous demandons de vous abonner massivement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, activez la cloche de la notification pour ne pas rater la suite des podcasts qui viendront et des prochains intervenants qu'on va recevoir. Le slogan reste le même. Ce que vous entendez ici, vous ne l'entendrez nulle part. Alors écoutez attentivement et changez vos vies. Madame Francine Kabengeli, c'était un plaisir de vous avoir reçu ici chez Afrotalk. On espère vous revoir très bientôt pour aborder un autre sujet. Aller de fond en comble, certainement, dans votre travail. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites sur cet équilibre et on espère vous revoir très bientôt pour ça. Merci. Le plaisir est partagé. Super. Allez, ciao, ciao.